va parler des bases de données vectorielles, donc des limitations pour ceux qui n'en ont pas ou peu fait, et aux limitations pour les autres, pour que tout le monde ait un peu à manger. Et du coup, juste pour avoir une petite idée, qui a déjà fait de la vector search dans la salle? Ok, quelques-uns. Du coup, c'est quoi la vector search? L'idée, c'est qu'on va représenter de la donnée via des modèles. Donc, ça peut être des images, du texte, de l'audio. On va utiliser, peu importe le modèle, ici c'est des transformers, mais ça pourrait être autre chose, qui vont à la fin sortir un vecteur de taille fixe. Et ce vecteur, en fait, vient représenter la donnée qu'elle vient transformer. Donc, si on regarde le vecteur 0304, il vient représenter l'image qu'elle avait en entrée. Et la base de données vectorielle, elle vient juste stocker ces vecteurs et les rendre requêtables. Ce qui fait qu'à l'inférence, on peut avoir une nouvelle image, par exemple, ou du texte ou de l'audio, créer un vecteur, et après comparer aux autres vecteurs d'images qu'on a créés par la suite et récupérer l'image la plus similaire ou le texte le plus similaire à d'autres morceaux de texte, etc. Donc pourquoi utiliser une DB vectorielle? On pourrait se dire, en fait, on est juste en train de comparer des vecteurs, on pourrait le faire localement, tout simplement. En fait, pour la même raison qu'une DB classique, on a envie de séparer la donnée du code applicatif pour faciliter la mise à disposition de la donnée, mieux adapter les ressources, de bénéficier de l'indexation. Donc en fait, l'idée c'est de retrouver le vecteur le plus proche à celui qu'on passe à l'inférence. Quand on va monter à des dizaines de millions, voire des milliards de vecteurs, comparer tous ces vecteurs de proche en proche un à un, ça peut être très long. Et du coup, on va mettre en place des logiques similaires à des moteurs de recherche comme sur Google. C'est-à-dire que si mon vecteur est loin d'un vecteur A et que A est proche de B, on sait qu'automatiquement mon vecteur il est proche de B sans que j'ai besoin de les comparer. Et du coup, sauver beaucoup de temps de comparaison. Et enfin, il y a pas mal de features aussi que ces databases apportent pour faciliter la vector search. On ne va pas rentrer dedans, mais pour ceux qui connaissent, les metadata filtering, hybrid search, search avec plusieurs vecteurs, etc., etc. Pourquoi on utiliserait ces bases de données vectorielles? Il y a pas mal de cas d'usage, j'en ai cité deux aussi. Donc, par exemple, Google Lens, qui fait un moteur de recommandation visuelle. Donc, vous prenez la photo d'un manteau dans la rue, ça vous recommande des manteaux similaires à acheter. Donc, ça vient comparer les images via des vecteurs. Ou alors pour les fameux RAG qui viennent permettre de, dans une base de connaissances, retrouver le document le plus proche d'une question posée. Il y a deux types de bases de données vectorielles à distinguer. Il y a les bases de données vectorielles dédiées. Donc vraiment, c'est des outils qui font que ça. Donc on va avoir des outils open source, closed source. Donc closed source par exemple PyCon, open source, Qdrant, Milvus, etc. Et des outils general purpose qui existaient depuis longtemps et qui viennent rajouter une fonctionnalité de vector search comme Elasticsearch ou Postgre. La grosse différence, ça va être que si on utilise un outil qui existe déjà, qui est déjà dans votre stack, ça simplifie énormément votre infrastructure. Vous pouvez aussi l'utiliser avec d'autres features que cet outil utilise déjà, par exemple Elasticsearch qui a plein d'outils pour rechercher dans le texte. Et au contraire, si on utilise une base de données vectorielle dédiée, en fait, ça va être beaucoup plus efficace, notamment quand on monte dans un nombre très large de vecteurs. C'est-à-dire que si on a quelques milliers de vecteurs, on ne verra pas la différence. C'est plus autour du million ou de la dizaine de millions de vecteurs qu'on va commencer à avoir une grosse différence. Et en plus, ces outils-là, les bases de données vectorielles dédiées, vont créer des fonctionnalités un peu plus spécifiques à la recherche vectorielle qui vont aider à mieux rechercher. On a fini sur les basiques, les complexités maintenant. Donc on va zoomer sur une des grosses limitations qui est le metadata filtering. Donc l'idée c'est qu'à chacun des vecteurs on peut associer des metadata et après filtrer via ces metadata. Donc c'est l'équivalent d'un where en SQL. Donc juste on filtre sur la donnée. Pour comprendre pourquoi c'est complexe, faut déjà comprendre comment les index marchent. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on allait créer, qu'on allait indexer cette donnée pour la rendre cherchable plus rapidement. L'un des index les plus répandus, c'est le Hierarchical Navigable Small Words HNSW. L'idée, c'est qu'on va créer une sorte de graphe comme affiché à l'écran dans lequel on va naviguer. L'entry point, c'est notre vecteur de base. On va le comparer à un premier vecteur qu'on peut voir tout en haut. Une fois donc là, en l'occurrence, il n'y a que deux vecteurs en haut, donc ce n'est pas très probant, mais une fois qu'on arrive dans la couche au milieu, on a le choix entre comparer à ce vecteur et ce vecteur. On voit qu'on est plus proche de celui-là, du coup on continue à avancer. Ensuite, on arrive à ce vecteur, on voit qu'on est plus proche de ce vecteur-là que tous les autres, du coup on passe dans la couche d'en dessous. De ce vecteur, on voit qu'on est plus proche de celui-là que tous les autres, du coup on va par là, etc., etc., jusqu'à arriver au bout du graphe. Est-ce que c'est clair ou pas pour cette petite navigation?
moyens, j'ai des oui, j'ai des moyens. J'avance, il y aura des questions après si besoin. Maintenant qu'on sait qu'on navigue dans ce graphe, comment filtrer? Donc filtrer, c'est juste en fait enlever des nœuds, donc naviguer juste sur certains nœuds et pas d'autres. Il y a deux méthodes pour ça. Faire du post-filtering. Du coup, l'idée, c'est que plutôt qu'on veut récupérer l'élément le plus similaire, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le top 50 ou le top 100, peu importe, et je vais dire à la fin, en fait, parmi le top 100, garde-moi juste ceux qui respectent ma condition de metadata filtering, donc ma condition de where, donc par exemple, là où la metadata animal est égale à chien. Et après, je croise les doigts pour que parmi les top 100, il y en ait au moins une, ce qui n'est pas toujours le cas. Du coup, on voit qu'il y a des limitations dans le post-filtering. Du coup, une autre méthode qui paraît plus sexy, c'est le pré-filtering. C'est juste on va étendre les nœuds qui ne correspondent pas à mes métadatas. Donc avant de naviguer dans mon graphe, je vais juste éteindre tous les points où la metadata animale est différente de chien pour juste chercher dans ceux qui sont égaux à chien. Et en fait, ça va causer des problèmes de performance. Ce petit graphe, on va en ordonner la précision de la database vectorielle. Parce que forcément, on parcourt un index, c'est une approximation, donc la précision n'est pas toujours parfaite. C'est pour ça qu'au début, on voit des petites oscillations. Mais globalement, on a une très bonne précision au début, tout à gauche. Et en abscisse, c'est le nombre de edges, donc de liens entre les nœuds qu'on va enlever. Évidemment, quand on va supprimer des nœuds, on va supprimer des edges. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu un nombre critique d'edges supprimés autour de 80-90%, où la précision s'éclate complètement. Du coup, pour rendre la chose plus pratique, si je cherche justement là où ma metadata animal est égal à chien, et en fait, il n'y a que 1% des embeddings de mon index qui correspondent à cette condition, en fait, ma précision, elle va être très mauvaise dans ce cas-là. Et du coup, la solution pour faire ça, c'est d'indexer les métadatas. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais, avant de faire ma recherche, je vais dire la metadata animal, c'est là-dessus que je vais commencer à filtrer. Et du coup, on va voir que sur la database vectorielle va se rendre compte qu'il y a 10 valeurs possibles sur la metadata animal. Et toutes celles qui sont égales à chien, il va les relier ensemble. Toutes celles égales à chat, il va les relier ensemble, etc. Ce qui fait qu'au moment où je filtre sur animal égale chien, en fait, tout est déjà connecté. Tous les points chiens sont connectés et du coup, je n'ai pas du tout mon graphe qui est très éparse. Et du coup, c'est chute de performance. La limitation, c'est qu'en fait, imaginez, j'ai une condition de where du coup assez complexe où je vais prendre la metadata animal est égale à chien, la metadata color est égale à blue, la metadata, etc., etc., etc. Du coup, je devrais, si je voudrais pouvoir bien chercher là-dedans, il faudrait que je connecte à la fois tous les points où la color blue et il y a blue et chien, il y a blue et chat, blue et je sais pas quoi, il y a red et chien, red et chat, etc. Donc complexité quadratique quand j'ai deux métadatas. Si j'ai 3, 4, 5, 6 métadatas sur lesquels je cherche, on voit qu'en termes de taille, on explose. Du coup, comment on fait? En fait, les différentes databases vectorielles, elles vont gérer ça de manière assez différente. Donc la plupart des databases vectorielles le gèrent bien quand il y a une métadata. Quand on filtre via une métadata, justement grâce à cette indexation. Par contre, c'est beaucoup plus rock'n'roll quand on a filtré par plus de métadata. Du coup, on fait quoi? Déjà, on pense à indexer ces métadatas quand on fait de la recherche vectorielle. Donc, si on sait à l'avance qu'on va filtrer via du metadata filtering la donnée quand on fait la recherche, on pense à faire l'indexation. Ce qui est à noter, c'est que toutes les databases ne permettent pas de faire de l'indexation. Pinecone, par exemple, il vient indexer toutes les données par défaut. Dès qu'on rentre une métadata, ça vient créer un index sur cette métadata par défaut, ce qui a un gros impact sur la RAM du coup, puisque ça vient occuper beaucoup plus d'espace. On peut le configurer de manière que ce soit différente, mais c'est quand même des choses à savoir pour ne pas avoir des problèmes de mémoire. Et en fait, on a aussi pas mal d'outils, comme surtout sur les DB closed source, comme par exemple Elasticsearch ou Azure AI Search, où c'est pas très clair dans leur doc s'ils indexent ou pas. Et du coup, honnêtement, à date, je ne saurais pas dire s'ils le font ou pas. Et du coup, s'il y a ces problèmes dont je viens de parler. Utiliser un flat index. En fait, la réalité, c'est que surtout dans le cas des RAG, la plupart des gens qui font de la recherche vectorielle, ils vont le faire sur quelques milliers de vecteurs. Du coup, les comparer. Flat index, ça veut dire qu'il n'y a pas d'index en fait. On va juste comparer tous les vecteurs à un. Et du coup, à ce moment-là, il n'y a plus du tout ce problème de filtering puisqu'il n'y a plus de graphe.
et s'évaluer, évidemment, évaluez-vous et checkez si ça marche bien. D'autres limitations non exhaustives dans lesquelles je ne vais pas rentrer, c'est la performance aussi des algos d'embedding. Donc en fait, que ce soit en vision, en texte, ça ne marche pas toujours très bien les algos d'embedding. Du coup, on fait quoi? On peut utiliser un LLM pour checker qu'on a bien trouvé le bon document. On peut utiliser des modèles de re-ranker qui vont permettre de faire du post-processing, fine-tuner le modèle pour l'améliorer. Quelque chose dont les gens se plaignent beaucoup autour des bases de données vectorielles, c'est que c'est beaucoup moins mature qu'une Elasticsearch ou ce genre de système. Et il y a plein de features dont on va vouloir qui ne sont pas là. Donc si vous avez déjà une Elasticsearch, essayez de l'utiliser au maximum pour faire de recherche vectorielle avant d'être limité par sa performance. Et finalement, me faire taper sur les doigts. Quelque chose de plus niche, c'est que cet index, quand il devient très gros, si on doit le splitter dans plusieurs machines, du coup dans plusieurs pods, c'est quelque chose qui n'a pas été craqué actuellement. Donc voilà, c'est quelque chose à noter aussi dans les limitations. Qdrun travaille dessus. Donc voilà, si jamais vous avez prévu d'indexer une très grosse quantité de données, c'est peut-être quelque chose à considérer. C'est tout pour moi. Moi, j'en ai une. Du coup, tu parles des limitations, c'est que s'il y a beaucoup de données, on est limité. Du coup, comment fait Google pour Lens? Parce qu'il a indexé des milliards d'images, des critères de tous les côtés, j'imagine. Ça doit être une complexité folle, non? En fait, on peut se poser la même question aussi pour Twitter, qui utilise Qdrun derrière, qui a des milliards de tweets par jour. Il y a une première méthode qui est on parlait de quantisation tout à l'heure, on peut aussi quantiser les vecteurs et on peut faire aussi de la quantisation binaire, ce qui fait diviser par 40 a priori en termes de taille. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de custom autour pour peut-être un premier modèle qui vient, peut-être que ce n'est pas juste de la DB vectorielle, mais que c'est un problème de modèle de classification qui vient dire « Ah, c'est un habit qui a telle forme, du coup je viens chercher dans tel index ». Il y a peut-être quelque chose de plus custom derrière qui vient permettre de faciliter la chose. Je ne saurais pas dire, hein, j'ai pas l'algo, le truc en tête. Je suis quasiment sûr qu'il y a du custom derrière et que ce n'est pas juste de recherche vectorielle simple. Pour moi, dans ma tête, alors je suis très néophyte dans tout ça, justement tout ce qui est LLM, etc., utilise les vecteurs pour savoir en fait si jamais ça match ou pas, les trucs, les proximités, faire ces détections. Et du coup, ça veut dire que les trucs comme ChatGPT, Claude, etc., derrière ont des bases vectorielles comme ça, ou en fait ça n'a juste rien à voir. Dans l'utilisation de base de GPT, etc., ils ne l'utilisent pas. Par contre, de ChatGPT, etc., par contre, ils ont sorti des features qui s'appellent les GPT, qui sont disponibles dans la version payante, qui permettent de passer des documents et de poser des questions sur ces documents. Et quand on passe des documents, notamment des très longs documents, là, ils n'arrivent pas à tout faire tenir dans la Windows de contexte de ChatGPT. Et du coup, ils vont utiliser cette méthode de chunking. Et pour la petite anecdote, ils utiliseraient aussi Qdrunt, où c'est pas du tout quelque chose d'officiel, mais à un moment, il y avait un log d'erreur de Qdrunt sur leur chose, et du coup, c'est un peu liqué comme ça.